Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème de l'inconscient. Dans notre précédente vidéo, nous avons réfléchi sur l'utilité de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Pourquoi la conscience? Quelle est la place de la conscience de la vie d'un individu? Nous nous sommes inspirés de Descartes qui nous disait que la conscience, c'est la pensée consciente. Je pense, donc je suis. La conscience est unique et indivisible. Et nous sommes aussi inspirés de Feuerbach qui nous parle de deux consciences. La conscience mécanique et la conscience, la conscience médiate et la conscience immédiate. La conscience immédiate qui n'est rien d'autre que la conscience mécanique, la conscience animale, et la conscience médiate qui est la conscience humaine, qui démarque effectivement l'homme de la conscience médiate qui, elle, est plus ou moins animale. Donc, puisque la conscience immédiate ne peut pas transformer l'environnement, ne peut pas changer, inventer, alors que la conscience médiate a cette capacité, cette possibilité de transformer son environnement et aller au-delà du naturel. Nous sommes aussi inspirés de Emmanuel Kant, qui nous parle de la possession du jeu qui détermine l'homme de l'animal, et également aussi du bon sens qui doit animer toute conscience. Alors aujourd'hui, il est question de réfléchir sur l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? L'inconscient est-il égal à la conscience? Du coup, nous pouvons dire que le conscient s'oppose directement à la conscience. Et nous partons de cette interrogation ou de ces interrogations qui nous interpellent. Si l'homme est toujours conscient de ses actes, et si l'homme est toujours conscient de ses actes, comment expliquer des phénomènes, des choses qui échappent à la conscience? D'où viennent ces choses? Où sont localisés ces phénomènes qui échappent à la conscience? L'homme est-il toujours conscient des actes qu'il pose? La conscience est-elle toujours maître d'elle-même, de l'homme, comme le dit Descartes? Tout cela pour dire que la conscience a effectivement fait l'objet de plusieurs critiques des philosophes. Vous savez, en philosophie, chaque philosophe a sa thèse qu'il développe et il faut la respecter. Mais ces travaux, ces hypothèses de recherche nous ont servi et nous servent toujours de réflexion. Ceux qui ont eu le temps de théoriser sur ce qui, certainement, n'a pas fait l'objet de recherche de certaines personnes. Et donc, cette théorie de Descartes sur la conscience comme une conscience unique, indivisible, une pensée consciente, je pense donc je suis, fera l'objet de plusieurs critiques. Et commençons d'abord par Leibniz, qui est un penseur, qui va remettre en cause ou faire un dépassement, je préfère l'expression dépassement, puisque
il faut reconnaître à Descartes d'avoir été, on peut dire, le précurseur de la conscience, celui qui a révolutionné l'humanité, ou qui a rompu, disons, avec cette philosophie antique qui est plutôt portée sur la spiritualité, la notion de l'homme, etc., etc. Et donc Nietzsche, autant pour moi, Leibniz va faire un dépassement de cette théorie dominante de la conscience de Descartes en disant que, effectivement, la conscience ne maîtrise pas tout. La conscience est au-delà, certes, de beaucoup de choses. Cette conscience nous permet de maîtriser ou d'être en rapport avec le monde, de percevoir le monde. Mais la conscience ne perçoit toujours pas certaines choses. Leibniz parlera également de la perception, qui n'est rien d'autre que la réflexivité de la conscience. Mais il va au-delà de cette notion de la perception en disant que beaucoup de choses échappent à la conscience. À savoir que la perception, les choses les plus petites ne sont pas facilement perceptibles par la conscience. Et les perceptions sont aussi en grand nombre, au point que la conscience ne peut pas les percevoir. Et souvent, ces perceptions sont aussi unies, au point qu'elles échappent à la conscience. Donc, la conscience ne maîtrise pas tous ces points. Il explique que dans l'âme de l'homme, de l'être humain, il y a des changements, des manifestations que l'homme, des petites perceptions que l'homme ne peut pas percevoir et qui dépassent l'entendement de la conscience. Tout cela met en évidence la complexité de l'homme. Nous serons donc d'accord avec Socrate qui nous parle de connais-toi toi-même. Est-ce que l'homme peut réellement se connaître? Être conscient veut-il dire que nous connaissons tout ce qui est en nous ou nous maîtrisons tout ce qui est en nous? Évidemment pas. Et donc, ce qui ne sera pas maîtrisable, ce qui échappera à l'homme, sera appelé par certains philosophes l'inconscient. Et donc, Freud, qui est un médecin qui a beaucoup théorisé sur l'inconscient, va s'inspirer donc de l'hypothèse de recherche ou de la thèse de Leibniz pour approfondir ses recherches médicales. En tant que médecin, Freud va constater chez ses patients, effectivement, des problèmes psychologiques, psychiques. Et c'est là qu'il va commencer à expérimenter cette pratique pour cerner la vraie souffrance psychique ou psychologique de ses patients. C'est là qu'il va aussi sinon théoriser sur l'appareil psychique, l'existence d'un problème psychologique chez l'homme et mettre en place sa thèse. Et cette thèse, effectivement, va aussi révolutionner l'humanité
en remettant en cause certainement la conscience qui serait maître de nous. Alors, notre interrogation, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir les causes des actes inconscients de l'homme. Comment l'interpréter? Comment les comprendre? Freud, dans son analyse, précisément dans sa deuxième topique, partira des notions de ça, du moi et du surmoi. Le surmoi n'est rien d'autre que les interdits parentaux de société qui sont présents dans cet appareil psychique. Le moi, c'est le jeu, en quelque sorte. Et le ça, où se trouvent toutes nos pulsions, tous nos désirs, nos fantasmes. Et donc, dans cet appareil psychique se trouve, sinon cet appareil psychique met en évidence, on pourrait dire, un grand conflit entre le ça qui veut se réaliser, se satisfaire, des désirs inconscients, refoulés, qui vont revenir sous forme d'une énergie puissante dans le but de se réaliser. Et nous avons l'interdit, le surmoi, qui n'est rien d'autre que les interdits parentaux, qui met des garde-fous. Et le moi, sous la pression de laisser passer ses pulsions, ses fantasmes ou non. Alors, l'analyse profonde de ce deuxième topic met en évidence la souffrance de l'homme. L'homme est-il vraiment un être de liberté? Les actions de l'homme sont-elles déterminées par la conscience ou par l'inconscient? En l'analyse de Freud, nous voyons que l'inconscient est au-delà de la conscience. Autrement dit, chez Freud, l'inconscient est le maître de l'homme. Et c'est ce que dit Nietzsche également. C'est l'inconscient qui nous dirige. C'est l'inconscient qui oriente la vie de l'homme. Car de l'inconscient dégage l'énergie, cette pulsion, cette force. Mais dans ce cas, quelle est la place de l'homme dans la société si l'homme est guidé par l'inconscient? Or, la raison veut que la conscience est la maîtrise de soi-même pour empêcher la réalisation de l'inconscient, des pulsions, des fantasmes. Mais une analyse profonde nous interpelle sur la conscience elle-même et l'inconscient. Et très souvent, qui prend le dessus de la vie, de la conscience. Alors l'autre question, sommes-nous vraiment libres? Ou avons-nous une maîtrise de notre inconscient? Devons-nous laisser passer toutes ces pulsions qui tendent à se réaliser? Malheureusement, c'est souvent le cas. Mais Freud nous apporte une solution par la psychanalyse, qui n'est rien d'autre qu'une méthode pour permettre de mettre en évidence l'agent pathogène qui fait souffrir l'homme.
Et donc, l'équilibre psychologique de l'homme va demander de questionner le patient, de le ramener dans son passé, poser des questions en vue de mettre en évidence le vrai agent pathogène qui constituerait la souffrance psychique de l'individu. Donc la psychothérapie ne peut passer que par l'interrogation du passé pour ressortir la vraie souffrance de l'homme. Bergson va dans le même sens en parlant d'une conscience pragmatique, juste la conscience que nous pouvons percevoir à la surface. Mais ce qui est intéressant avec Bergson, c'est qu'il nous parle de mémoire, dont l'esprit est l'acteur principal. La mémoire habituelle qui nous permet de mémoriser, d'apprendre, etc. Et la mémoire pure, où sont localisés nos souvenirs, nos rêves, comme le dit Freud. Et donc, ce que la conscience ne peut pas percevoir est bien présent, sauf qu'ils sont localisés dans la mémoire pure. Donc, ils existent, sauf qu'ils ne sont pas à la surface de la conscience. Mais ce que nous ignorons, c'est qu'il y a un impact de ces souvenirs, de ces rêves enfouis dans la mémoire sur l'homme. Il y a des effets, effectivement, néfastes de tous ces souvenirs stockés dans la mémoire pure. Puisqu'il y a l'action de l'esprit qui est en rapport avec le monde. Et donc, le monde est imprimé dans l'esprit, dans son action. En d'autres termes, la mémoire pure n'est rien d'autre que la représentation de nos souffrances qui souvent remontent à la surface et impactent sur la vie de l'homme. Mais il ne le dit pas comme Freud, en parlant d'appareil psychique. En d'autres termes, la mémoire est un peu le point d'intersection entre l'esprit, l'action de l'esprit et la matière. Ce qui constitue également aussi une forme de souffrance chez l'homme, puisqu'il y a des effets de ces souvenirs enfouis dans l'inconscient qui reviennent. En d'autres termes, l'homme doit-il se laisser guider par ses pulsions, par ses actions? Or, nous connaissons tous la dangerosité, la violence des désirs, des pulsions, des fantasmes sur l'homme et dans la société. Il n'est pas rare de voir certaines personnes, au lieu de primer la conscience, préfèrent laisser l'inconscient prendre le dessus de leur vie. Et nous avons les résultats. L'homme est-il guidé ou doit être guidé par la conscience ou l'inconscient? Cette question qui nous ramène à la première vidéo sur la conscience. Nous mettons l'accent sur la conscience en ce sens que Rousseau disait que nous sommes des êtres de société.
Emmanuel Kant le disait également. Le jeu que nous possédons doit primer. Mais sachez que l'inconscient de Freud a été vraiment critiqué par le philosophe Alain. En ce sens que cet inconscient élimine la liberté de l'homme dans la société. Le libre arbitre n'existe plus. Autrement dit, l'homme n'est plus responsable de ses actes si nous laissons l'inconscient prendre le dessus de notre vie. C'est ce que nous dit Alain. C'est aussi une forme de réponse à Freud. Et nie l'inconscient de Freud. Et la moralité dans la société dont parle Emmanuel Kant, le bon sens. Si nos actions sont guidées par l'inconscient, quel est le sens donc de la vie d'un individu? Rappelons-nous, soulignons que l'hypothèse de recherche de l'inconscient n'est qu'une étude. Même si l'homme, dans sa complexité, est souvent insaisissable, même s'il y a des actes manqués dans la vie d'un individu, toutes ces études nous servent de réflexion, d'analyse et d'attitude de comportement. Mais nier la présence de la conscience au profit de l'inconscient, c'est un monde en l'envers. C'est pourquoi le sens de l'homme, comme disait Emmanuel Kant, le sens de l'homme, comme dit Descartes, et même le sens aussi de l'homme, comme dit Bergson, et encore Feuerbach, c'est de privilégier la conscience de l'homme, le jeu de l'homme qui détermine l'homme. Malheureusement, certains responsables sont encore dans leur action d'inconscience, privilégiant l'inconscient, pensant que c'est la conscience qui agit. L'inconscient, c'est une énergie pulsionnelle, de fantasme, de désir ignoble, qui veut atteindre un objectif. Autrement dit, c'est notre propre objectif. Alors que la conscience est raison. Le moi dont parle Freud est un moi aussi du jeu qui doit censurer la manifestation pulsionnelle du ça. Et en chacun de nous, depuis notre enfance, il y a une construction psychique. En l'homme, il y a 5 étapes qui déterminent la vie d'un homme. Nous avons l'étape précoce, c'est-à-dire de 0 à 2 ou 3 ans, où l'enfant ne voit que la mère, la présence de la mère. La construction psychique d'un individu est un processus jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc l'étape précoce qui va de 0 à 2 ans ou 3 ans, c'est une étape où l'enfant pense qu'il n'y a que la mère dans ce monde. C'est pourquoi la présence d'un enfant à cet âge est capitale. C'est là où commence l'éducation, la base, le socle d'une vie psychique. Ensuite, la deuxième étape, qui est l'étape de l'individualisation, où l'enfant a à peu près 5 ans ou 6 ans, cette tranche d'âge est une autre étape qui permet à l'enfant de voir son individualité. C'est pourquoi on appelle cette étape individuelle. L'étape individualisation. Et une autre étape, qui est l'étape de l'autonomisation, qui prend forme à partir de 7 à 8 ans, où
il y a des initiatives personnelles de l'individu. Et ensuite, nous avons le tape sexuel, qui n'est pas loin du complexe d'Oedipe, où le sexe opposé des enfants sont attirés dans le sens opposé, le sexe opposé des parents. Et la dernière phase, qui est l'étape de la récupération je vais dire, de 11 à 15 ans, où l'enfant récupère ce qu'il a manqué. En d'autres termes, les premiers âges, de 0 à 5 ans, sont capitaux pour la vie d'un individu. Et lorsqu'un enfant, à cette étape, ne vit pas avec la mère ou ne vit pas avec le père, il y a une forme de souffrance qui sera récupérée plus tard, qui peut même perturber la trajectoire de l'individu. Donc le psychisme n'est pas donné brut, comme disait Emmanuel Kant. Le jeu est progressif. Le jeu de l'enfant n'est pas immédiat. Le jeu de l'enfant se construit dans la société. Et à une certaine maturité, le jeu prend forme. Le jeu n'est rien d'autre que la conscience. Mais derrière cette conscience, avant qu'elle ne soit une conscience consciente, il y a un mouvement d'inconscient depuis la naissance, refoulé. Plus nous avançons en âge, plus nos souvenirs, nos rêves, tout ce que nous avons en nous sont enfouis dans l'inconscient. Donc l'inconscient a son action. Et la manifestation de l'inconscient souvent entraîne absolument un déséquilibre en nous. C'est en ce sens que nous devons toujours être équilibrés par nos actes. Tout se gère. Quelles que soient nos responsabilités, quelle que soit notre classe sociale, quelles que soient nos richesses, la conscience est celle qui nous gère. La conscience est celle même qui tient l'humanité et qui construit notre histoire, comme dit Nietzsche. On ne peut pas se soustraire du jeu qui détermine notre sujet, et rien d'autre que notre conscience. La conscience, c'est nous. L'inconscient, c'est l'autre qui n'est pas moi, mais qui est présent, qui n'est pas oublié et qui peut revenir à tout moment. L'inconscient, c'est celui à qui la conscience doit toujours dire non, parce qu'il est toujours en nous, sans être vu. Voilà le message que nous devons retenir aujourd'hui. Nos actions, nos pensées ne sont rien d'autre que la manifestation, très souvent, de nos pulsions canalisées, ou même de nos, je dirais, de notre inconscient maîtrisé. Il est temps que nous prenions conscience que l'humanité d'abord, la conscience que nous possédons, comme disait Emmanuel Kant, est une conscience du jeu, de société, d'amour, de paix, de pardon, de tolérance, d'entraide, et non un jeu du pouvoir pour détruire, mais un pouvoir pour aimer, un pouvoir pour canaliser l'homme dans ce contrat social qui nous lie tous, et non pas un pouvoir dans le sens d'une destruction ou de barbarie. Que la conscience nous interpelle, que la conscience prenne place, au lieu de laisser l'inconscient prendre le dessus.
que ce message nous interpelle et nous amène à réfléchir sur le jeu, sur ma conscience et sur mon inconscient, sans toutefois oublier que l'inconscient est toujours là, il nous suit à la lettre. C'est à nous de pouvoir parler comme Freud, en disant que le moi ne doit pas laisser ou doit censurer les actions du ça. Merci pour cette attention.